Salut à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui encore un nouveau tutoriel Arduino. Alors ce tutoriel Arduino a pas vraiment de but précis cette fois-ci. Ce sera une sorte de mélange de plusieurs petites choses. Alors dans ce tutoriel je vais vous parler de tout ce qui est le stockage dans la mémoire EEPROM. J'en avais parlé dans le tout premier screencast Arduino, je vais y revenir dessus. Je vais aussi vous parler de tout ce qui est récupération de la longueur d'une impulsion avec la fonction pulse_in. Je vais aussi vous parler de la gestion des nombres aléatoires avec random, donc pour générer des nombres aléatoires sur les cartes Arduino. Et je vais vous faire une première introduction à tout ce qui est la librairie cerveau qui permet de contrôler des petits cerveaux moteurs de modélisme avec une carte Arduino. Donc tout d'abord, première partie, la mémoire EEPROM. Donc comme je vous l'avais dit, j'en ai parlé dans le tout premier screencast Arduino. Et je vous avais dit que dans les cartes Arduino et dans tous les microcontrôleurs à peu près, il y avait trois types de mémoire. Il y avait la flash, dans laquelle était stocké le programme. Il y avait la RAM, dans laquelle étaient stockées les variables pendant l'exécution et qui disparaissaient quand l'alimentation était coupée. Et il y avait une troisième type de mémoire qui était l'EEPROM, dans lequel étaient stockées diverses informations qui étaient utiles au programme. Donc dans cette mémoire EEPROM, on va pouvoir stocker plein de choses. C'est comme un petit espace de stockage, comme quand on le ferait avec une carte SD ou etc. Dans lequel on va pouvoir stocker un certain nombre d'octets. Alors par exemple sur les toutes premières versions d'Arduino, c'est-à-dire les vieilles 2009, il y avait 512 octets d'EEPROM. Sur les nouvelles, enfin les cartes assez récentes Arduino, il y a 1024 octets, c'est-à-dire 1 kilo-octet. Et sur tout ce qui est méga 2560, il y a 4096 octets, soit 4 kilo-octets de stockage. Alors 4 kilo-octets, 1 kilo-octet, ça fait pas énorme, mais c'est déjà pas mal pour ce type de microcontrôleur. Et on va pouvoir déjà stocker pas mal de petites choses à l'intérieur et je vais vous montrer comment. Donc tout d'abord, pour utiliser la mémoire EEPROM, il y a une librairie qui est fournie de base avec le logiciel Arduino qui s'appelle EEPROM. Cette librairie va vous permettre d'avoir accès à deux fonctions, la fonction read et la fonction write. Donc la syntaxe est très simple. La fonction read permet de lire un octet depuis la mémoire. En fait, il faut voir la mémoire EEPROM, et n'importe quel type de mémoire, comme une série de cases, une grosse boîte avec des cases, et chaque case a une adresse, comme dans un tableur en fait. Il faudrait prendre l'exemple d'un tableur. Chaque case a une adresse, et à chaque adresse on peut stocker quelque chose. Dans notre cadre de l'EEPROM, chaque adresse va correspondre à un octet. Là par exemple, avec read, on va pouvoir faire par exemple EEPROM.read une adresse, et on va pouvoir récupérer l'octet qui se trouvait à cette adresse. Donc, de cette manière, si on avait stocké des choses sur notre EEPROM, et ben grâce à cette fonction, on va pouvoir récupérer ces choses qu'on avait stockées. Il y a la version write pour écrire des données, qui elle, bien sûr, prend un argument supplémentaire, la valeur qu'on veut écrire. C'est-à-dire qu'on va faire un EEPROM.write, l'adresse à laquelle on va écrire et la valeur qu'on va écrire. Et de cette manière, on va pouvoir écrire et lire des données dans notre EEPROM. Il faut savoir que comme l'EEPROM va être conservé quand on va éteindre l'alimentation de notre Arduino, on va pouvoir stocker énormément de choses. Ça peut être les paramètres de la dernière exécution d'un programme, je sais pas, un numéro de série, etc., etc. Plein de petites choses qu'on va pouvoir lire et écrire grâce à cette librairie EEPROM. Alors je vous ai fait un petit sketch de démo que vous pourrez trouver sur mon blog, le voilà. Donc très simple. Tout d'abord un include de la librairie EEPROM, qui est en majuscule, vous voyez. Vous voyez que vous l'avez tapé correctement quand elle passe en orange. Et en faisant cet include, on va pouvoir utiliser notre librairie. On va définir aussi un tableau de caractères. Là par exemple j'ai mis Arduino. Ce tableau on va aller le stocker en EEPROM. Et puis quand on le voudra, on viendra le récupérer après. Donc là par exemple j'ai fait quelque chose de très simple. Arduino 7 caractères A-R-D-U-I-N-O. Voilà. Dans la fonction setup, vous voyez, il n'y a aucun begging, il n'y a rien du tout. On va juste faire le serial.begging pour pouvoir utiliser le port série. Et on va afficher quelque chose pour dire que la carte a bien démarré. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans la boucle loop. Et on va faire une boucle qui ne fait rien. Vous voyez, il y a direct le point virgule. Cette boucle qui fait rien va juste bloquer notre programme tant qu'on n'aura pas reçu un seul octet. Enfin, dès qu'on n'aura pas reçu au moins un octet. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un octet sur le port série, on bloque, on fait rien. Une fois qu'on a au moins un octet, on va lire cet octet, on va faire une variable i qui va nous servir de variable pour notre boucle après,
Donc on a notre caractère dans C, et ce caractère il va être soit un W soit un R. Si c'est un W, if c'est double égale W, alors on va faire une boucle for sur tout notre tableau de caractères pour aller les stocker dans notre EEPRON. Alors vous voyez, on va aller stocker de 0 à 6, de l'adresse 0 à l'adresse 6, puisque on a 7 caractères, donc à partir de 0, ça fait de 0 à 6. On va venir faire notre EEPRON.write à l'adresse donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec le caractère qui va lui correspondre à R, D, U, etc. etc. Si c'est un R, eh bien on va faire l'opération inverse, on va prendre les caractères de l'adresse 0 à l'adresse 6, mais au lieu de les écrire, on va les lire, donc read i, et on va directement les envoyer sur le port série avec le serial.print. Alors, je vous envoie ça sur la carte. Donc là, l'avantage de cette partie de tutoriel, c'est que vous avez absolument besoin d'aucun matériel. Vous avez juste besoin de votre carte, voire même juste d'un émulateur, si vous avez un émulateur de microcontrôleur AVR, vous avez juste besoin de l'émulateur. Donc, on ouvre le port, on ouvre le serial monitor, vous voyez, il y a le petit point d'interrogation. Je vais faire un W. Donc là, W, il a dû écrire. Alors il faut savoir qu'une écriture en EEPRON, c'est relativement long. C'est à peu près 3 à 4 millisecondes pour écrire un octet. Donc si vous avez quelque chose qui va écrire énormément d'informations, ça va prendre beaucoup de temps. Et ce qu'il faut savoir aussi avec l'EEPRON, c'est qu'elle a une durée de vie très courte. C'est dans les environs de 100 000 cycles de lecture et d'écriture. C'est-à-dire que si vous avez un programme qui va venir stocker très régulièrement des choses, il faudra prendre en compte le fait que votre EEPRON au bout d'un moment elle va saturer, elle va plus du tout marcher. Et si c'est l'EEPRON interne comme là on est en train de le faire, à l'intérieur de la Tmega, eh bien il n'y aura qu'une seule solution, ce sera de changer la Tmega puisqu'on ne pourra pas réparer l'EEPRON. Si vous avez des petites puces, vous avez dû sûrement en entendre parler, c'est des 24L quelque chose. Alors les 24L je crois que c'est soit c'est Microchip soit c'est Atmel qui les fabrique. Et bien ces petites mémoires EEPRON I2C, elles par contre vous pouvez les remplacer, vous remplacez juste l'EEPRON et ça va pas poser de problème. Par contre là, dans le cas par exemple de notre EEPRON interne à l'Arduino, et bien comme elle est interne à l'Arduino, on va pas pouvoir juste remplacer l'EEPRON, il va falloir remplacer tout le microcontrôleur, donc il va falloir le reprogrammer, etc. etc. Donc soyez bien attentifs à l'utilisation que vous allez faire de l'EEPRON. En règle générale, l'EEPRON, c'est pour stocker quelques paramètres, 2-3 informations statiques on va dire, mais c'est pas par exemple pour stocker l'heure si vous faites une horloge, parce qu'elle va se mettre toutes les secondes, et alors là, votre horloge va pas durer bien longtemps. Donc revenons à notre port série. Donc j'ai fait W, ça a dû écrire quelque chose. Je vais faire R. J'appuie sur R, donc il récupère toutes les infos de l'EEPRON, il me les raffiche, et là je vois marqué Arduino. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Reset. Voilà. Le petit point d'exclamation se raffiche, donc ma carte a redémarré. Bon, je pourrais aussi la débrancher et rebrancher, mais ce serait pas la peine, puisque comme je vous l'ai dit, l'EEPRON, même quand on débranche, elle reste. C'est juste pour vous montrer que si je fais de nouveau R, et bien ça s'affiche. Donc là, vous voyez, on a stocké des données. Bon, on a stocké que 7 caractères, mais on pourrait stocker énormément beaucoup plus. Enfin, moi, par exemple, j'avais fait un système qui permettait de stocker des petites musiques. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon blog, c'est le projet 1bit player. C'est pour ça était en fait dans la mémoire EEPRON étaient stockées les partitions qui étaient jouées après par la suite. Donc là, par exemple, on a stocké, on a récupéré nos données. Et donc on pourrait les utiliser dans notre programme pour venir, par exemple, l'utilisation type, ce serait pour stocker le numéro d'identification d'une carte RFID. Imaginons qu'on ait un lecteur de carte RFID, on a un bouton, on appuie sur le bouton, on passe notre carte, ça écrit le numéro de la carte dans l'EEPRON, et puis imaginons qu'on veut que uniquement cette carte puisse maintenant passer, et bien à chaque fois qu'on lirait un nouveau tag RFID, on pourrait récupérer en EEPRON notre tag, et puis vérifier que c'est le bon. Donc voilà, il y a on peut faire plein de choses avec l'EEPRON. Donc là, vous voyez, je vous ai fait un exemple très simple. J'ai écrit Arduino et j'ai après lu ce que j'avais écrit. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu vous montrer aussi manuellement, en me foutant un peu la merde sur l'EEPRON pour vous montrer quand on n'écrit pas à quoi ça ressemble. Normalement, je sais plus de base, mais je crois que c'est rempli de 0. Mais au bout d'un moment, vous verrez, pensez bien à vérifier la validité de ce que vous lisez. Parce que là, bon, j'écris puis je lis juste après, donc je sais que c'est bon. Mais quand vous avez plusieurs sketchs qui commencent à s'entasser, que vous avez fait plein de projets, que vous savez plus trop ce qu'il y a dedans, pensez à faire un sketch blanc qui va bien tout mettre à 0 avant de faire votre sketch qui va utiliser l'EEPRON. Sinon, vous saurez plus du tout ce que vous lisez, ce que vous écrivez, etc. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était la première partie sur l'EEPRON. Maintenant, je vais vous faire une deuxième petite partie sur tout ce qui est récupération d'impulsion.
avec une carte Arduino. Donc pour cette deuxième partie, je vais vous parler de la fonction pulse_in qui va nous permettre de récupérer le temps d'une impulsion, la durée d'une impulsion, alors que ce soit une impulsion de niveau haut ou de niveau bas. Et on va pouvoir ainsi par exemple calculer la fréquence d'un signal, je sais pas, récupérer la valeur d'un signal PWM, ou alors récupérer comment dire, la trame d'un capteur infrarouge, par exemple pour une télécommande, etc., etc. On va pouvoir faire plein de choses avec cette fonction pulse_in. Donc cette fonction pulse_in a deux syntaxes. La première syntaxe est très simple. Elle demande la broche sur laquelle on va récupérer notre impulsion. Alors elle doit être préalablement mise avec pin mode en input. Et en deuxième argument, l'état de l'impulsion, c'est-à-dire est-ce que c'est une impulsion qui va commencer sur un front montant ou sur un front descendant. Alors, ça c'est la première version. Il faut savoir que cette première version va automatiquement avoir un timeout, c'est-à-dire un délai maximum d'attente de 1 seconde, c'est-à-dire que si l'impulsion ne se déclenche pas dans les 1 seconde après l'appel de cette fonction, eh bien elle va retourner 0. Et justement, la deuxième syntaxe permet de modifier ce timeout avec un timeout que l'on souhaite, qui doit être en microsecondes par contre. Donc par exemple, si vous vouliez attendre 10 secondes, eh bien il faudrait mettre 10 avec 6 zéros derrière, puisque c'est des microsecondes. Là dans notre cas, par exemple, je vous ai fait un petit sketch très très simple. Donc vous voyez, j'ai un define dans lequel je dis que ma patte sur laquelle je vais récupérer mon impulsion, ce sera la patte 7, digital 7. J'ai un unsignating long, alors c'est important de bien préciser unsignated, puisque un entier long non signé, unsignated, ne peut pas prendre de valeur négative. Par contre, il va pouvoir stocker beaucoup plus de valeurs positives, puisqu'un long normal peut stocker autant de valeurs négatives que de valeurs positives, mais un non signé va pouvoir stocker 2 fois plus de valeurs positives. Dans notre cas, on va pas pouvoir avoir un temps négatif, donc avec un non signé, on va pouvoir prendre une impulsion beaucoup plus longue. Alors, juste pour l'information, avec pulse_in, on peut au maximum récupérer des impulsions de 3 minutes. Si vous avez des impulsions qui durent plus de 3 minutes, vaut mieux vous faire une petite fonction vous-même. Mais bon, avoir des impulsions de 3 minutes, ça fait c'est quand même déjà quelque chose de très spécial. Donc, fonction setup. Dans la fonction setup, un serial.begin pour configurer le port série. Et comme je vous le disais, un pin mode pour placer notre broche digitale en entrée. Dans la fonction loop, un petit serial, un point print pour afficher quelque chose pour dire qu'on va commencer le comptage. On va placer dans la variable temps le résultat de pulse_in. Alors vous voyez, j'ai laissé la syntaxe de base, c'est-à-dire que pulse_in va attendre une impulsion basse, à 0 volts, sur la broche 7 avec un timeout par défaut de 1 seconde. C'est-à-dire que si mon impulsion n'arrive pas dans les 1 seconde, elle retournera 0. Et ensuite je vais afficher mon temps en millisecondes, puisque bon, afficher le temps en microsecondes c'est un petit peu lourd. Donc là je vais l'afficher juste en millisecondes. Pour ce qui est de générer le signal. Alors il y a deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser une autre carte Arduino, c'est une technique. Soit dans mon cas je vais utiliser un petit générateur de fonctions que j'ai calibré pour générer un signal carré 0,5 volts avec une fréquence de 5 Hz je crois. À peu près 5 Hz. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'est simple, hein, j'allume mon générateur de fonction, je branche mon câble et c'est fini. Si vous voulez faire quelque chose à la main, je sais pas, par exemple, vous voulez avoir votre câble et puis vous placez votre câble directement, ce que vous pouvez faire c'est décommenter cette ligne avec le digital write pour activer les résistances de tirage à l'état haut et mettre votre câble, un câble entre la masse et puis votre broche que vous voulez, et puis vous pouvez brancher, débrancher votre câble pour faire les impulsions. Alors à ce moment là il faudra mettre ici un timeout, puisque à moins que vous soyez très fort et que vous puissiez brancher débrancher à peu près 5 fois par seconde votre câble, vous n'aurez aucun résultat, ça vous mettra 0 à cause de la division. Donc là par exemple ce serait plus intéressant de mettre un timeout de 10 secondes par exemple. Mais là dans mon cas je suis avec un générateur de fonctions qui va générer très exactement 5 Hz, donc j'ai pas à m'embêter à mettre le digital write, etc., etc. Donc je vais vous envoyer le programme dans la carte Arduino. Pendant ce temps, je vais lancer le générateur de fonctions, puisqu'il faut un petit temps pour qu'il démarre. Hop. Broche 7. Voilà, donc là il a démarré.
je vais pouvoir ouvrir le port série. Donc sur le serial monitor, hop, oups, un câble s'est débranché. Alors vous voyez, quand il n'y a pas du tout de câble, on capte les interférences. Donc ça donne à peu près ça. Je vais reset, voilà. Là c'est à peu près ça, vous voyez, 93 millisecondes. Donc c'est pas mal. Si je fais varier un petit peu la fréquence, normalement ça devrait varier aussi. Vous voyez. Donc là vous voyez, l'impulsion est plus longue puisque je diminue la fréquence, et si je l'augmente, le temps diminue. Et si vraiment je vais dans quelque chose de très bas, je vais tomber à 0 puisque pulse in ne va plus pouvoir, je vais dépasser le timeout. Donc là vous voyez, je suis vraiment à la limite. Par moment il arrive à... Il a du mal quand même. Des fois il y arrive, mais là vous voyez, il met quand même 0. Et si je vais très haut, et ben là il commence vraiment à décrocher. Et si je vais vraiment vers très haut, là je suis à presque 50 Hz. Vous voyez, alors là déjà le serial monitor il en peut plus, puisque 9 millisecondes pour lui c'est beaucoup trop. Et si je vais vraiment très haut, là normalement je suis vraiment bloqué, puisque j'ai atteint les 9600 octets secondes que me permet le port série. Vous voyez, là ça commence déjà à bugger. Donc je vais revenir à quelque chose de normal. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là vous voyez, j'ai récupéré mon temps en millisecondes grâce à la fonction pulse in. Si je voulais, je pourrais calculer la fréquence par exemple. Alors l'avantage de cette fonction pulse in, c'est que je peux récupérer la fréquence d'un signal PWM par exemple. Je peux récupérer un code infrarouge d'une télécommande grâce à cette fonction. Alors c'est un petit peu complexe, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez aller voir sur le tutoriel infrarouge, enfin le tutoriel IR du site Lady Ada, qui est la personne derrière le site Adafruit, hein, le grand site américain d'électronique. Elle a fait un tutoriel très bien fait sur comment réutiliser cette fonction pulse in pour récupérer un code infrarouge d'une télécommande et l'émuler aussi. Avec cette fonction pulse in, vous pouvez aussi par exemple faire un système. Alors je sais pas trop si ce serait un système viable. Par exemple, vous pourriez faire un système pour communiquer des octets entre deux cartes Arduino via d'un côté pulse in et de l'autre côté la PWM. C'est-à-dire faire générer un signal d'une certaine longueur, puis le récupérer de l'autre côté, et puis selon le temps, etc., pouvoir transmettre des informations. Avec pulse in, on peut faire, après c'est selon l'application, mais on peut faire énormément de choses. Donc là maintenant, vous devriez être paré. Si vous avez quelque chose, si vous devez mesurer une impulsion, pulse in, il vous fera le travail pour vous. Donc maintenant, je vais vous passer à une partie qui va être un petit peu plus intéressante, enfin un petit peu plus intéressante. C'est façon de voir quoi, où je vais vous parler de tout ce qui est l'aléatoire, puisque enfin le pseudo aléatoire, puisqu'en informatique le vrai aléatoire n'existe pas, et on va générer des nombres pseudo aléatoires avec une carte Arduino, et je vais vous montrer les petites astuces pour son utilisation. Donc dans cette partie je vais vous parler de tout ce qui est génération de nombres pseudo aléatoires avec une carte Arduino. Donc comme je vous le disais, nombres pseudo aléatoires, puisque en informatique, tout est de la logique, et c'est pas possible de faire quelque chose d'aléatoire avec quelque chose de logique. Donc les nombres qu'on va générer sont aléatoires pour quelqu'un de normal, mais il s'avère qu'ils sont générés énormément de chiffres comme ça avec notre fonction random. Et bien on remarquerait qu'il y a une séquence qui se répète, et on pourrait estimer en fait les chiffres qui vont apparaître. Mais bon, ça c'est tout à fait autre chose. Donc comment utiliser et comment générer nos chiffres aléatoires avec notre carte Arduino. Donc tout d'abord, comme avec tous les systèmes de génération de nombres aléatoires, il va falloir faire ce qu'on appelle un seed, c'est-à-dire une graine, qui va permettre de placer le générateur de chiffres aléatoires à une variable, enfin à une valeur, on ne sait pas quelle valeur, pour le faire démarrer à quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction random seed, qui prend comme seul argument un nombre, qui va être passé au générateur de nombres pour l'initialiser avec une variable, avec une valeur qu'on ne connaît pas. Alors la meilleure façon d'initialiser, de trouver une valeur qu'on ne connaît pas, c'est d'utiliser AnalogRead 0, à 0 par exemple, pour récupérer des parasites sur une branche analogique qu'on n'utilise pas, et ainsi avoir une valeur, bon, elle tourne à peu près toujours dans les 300, mais une valeur qu'on peut pas estimer, qu'on ne connaît pas. On l'envoie dans random seed, de cette manière on initialise notre générateur de nombres aléatoires, et après pour récupérer nos nombres aléatoires, on va utiliser la fonction random. Elle a deux versions cette fonction random. Donc il y a random
avec un seul argument qui est le maximum, c'est-à-dire qu'elle va générer un nombre entre 0 et le max. Par exemple sur mes 1000, elle va générer des nombres entre 0 et 1000. Et random avec une fourchette, c'est-à-dire par exemple si on voulait générer des nombres entre 300 et 400, et bien on peut faire min 300 et max 400. Voilà. Et elle retourne un nombre aléatoire entre min et max. Si on les, donc comme je vous le disais, on peut générer autant de nombres qu'on veut comme ça. Et pour vous le montrer, je vous ai fait un petit sketch vraiment très simple, vous voyez. Donc serial.begging pour avoir le retour sur le port série. Un random seed sur analog read 0. Comme ça on initialise le nombre de générateur de nombres aléatoires avec une valeur inconnue. Enfin, inconnue entre guillemets quoi. Et dans le loop, on va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1000 qu'on va afficher toutes les demi-secondes. Voilà ce que ça donne en réalité. Donc vous voyez 483, 314, 199. C'est des nombres, hein, on ne peut pas les estimer. Alors si je les générais très rapidement et que j'en générais énormément, vous verrez qu'il y aura une séquence. Il y a des logiciels qui existent comme ça, qui transforment les nombres qu'on récupère de 0 à 255 par exemple, en des valeurs de gris, et puis selon les valeurs de gris, on se rend compte que ça fait un motif qui se répète. C'est de l'analyse de l'aléatoire. Bon, le générateur aléatoire qui est utilisé avec l'Arduino est pas trop mauvais. Il existe aussi des shelds. Alors pour ceux qui voudraient vraiment du vrai aléatoire, il existe des shelds qui utilisent des caractéristiques de certaines portes électroniques logiques pour générer des états instables, et puis il y a des circuits aussi qui permettent de faire de la génération de nombres comme ça. Et vous pouvez en trouver, vous tapez Arduino Shell random sur Google, vous les tomberez dessus. Souvent c'est des shells qui sont composés d'un petit circuit intégré. Alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est des trucs de Texas Instruments. Il y a une self, puisque la self, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais elle permet de stocker des informations, mais elle peut aussi avoir des valeurs qui lui sont complètement aléatoires. Puis grâce à ça on peut faire des nombres comme ça aléatoires. Donc quel avantage de cette fonction aléatoire? Eh bien par exemple si on doit, je sais pas trop, voyons voir un exemple, si on devait faire un système de transmission je sais pas, de valeurs, et puis qu'une valeur soit aléatoire, doit être aléatoire, par exemple une clé de chiffrement, quelque chose comme ça, on pourrait utiliser random. Franchement il n'y a pas beaucoup d'applications de random, hein. C'est vraiment dans des cas très spécifiques, mais voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, il y a juste deux fonctions, une fonction pour initialiser et une fonction pour générer, c'est tout. Donc ça c'était la petite partie rapide sur le random, et je vais tout de suite passer à quelque chose de bien plus intéressant, puisque je vais vous introduire les servomoteurs, et je vais vous expliquer comment les utiliser avec une carte Arduino, et en fait ça fera le pont entre ce tutoriel et puis le tutoriel suivant, qui sera uniquement sur les moteurs, et sur tous les types de moteurs, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc pour cette dernière partie, je vais vous parler de tout ce qui est servomoteur et leur utilisation avec une carte Arduino. Donc pour cette partie, bien évidemment, contrairement aux autres parties qui étaient purement logicielles, ici il va nous falloir un servomoteur. Dans mon cas, je vais utiliser un Futuba S3003, qui est un grand classique, qui coûte à peu près 9 € hein, dans n'importe quel commerce. C'est un servomoteur de modélisme analogique. J'ai jamais utilisé de servomoteur de modélisme digital, enfin numérique. Je sais pas du tout s'ils peuvent se contrôler avec la librairie Arduino en ppm. Donc vous pouvez tester si vous voulez, mais moi je n'ai jamais essayé, je pourrais pas du tout vous dire si ça fonctionne. Donc à vos risques et périls. Au niveau de la librairie, donc la librairie servo qui permet de contrôler les servomoteurs est livrée de base avec le logiciel Arduino, et vous permet de contrôler jusqu'à 12 servomoteurs maximum sur une Arduino classique, une Uno, etc., et 48 sur une Arduino Mega. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Petite précision, vous pourrez pas alimenter 12 servomoteurs avec l'USB. Donc je vois beaucoup de monde qui disent ouais, j'ai branché mon servomoteur et ça marche plus. Quand vous utilisez un servomoteur, alors quand il y en a un seul et que c'est un petit, vous pouvez utiliser l'USB. Quand vous avez deux servomoteurs, déjà il va falloir utiliser l'alimentation externe de l'Arduino. Alors soit injecter du 9 volts sur la broche V-in, soit brancher dans le jack
une alimentation 9 volts, enfin quelque chose par là, pour alimenter avec un petit peu plus de puissance votre carte Arduino. Sinon, quand vous allez brancher votre servomoteur, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Au niveau de la librairie cerveau, donc la librairie cerveau, autre petite précision, elle utilise un timer, le timer 1, pour fonctionner. Ça la rend incompatible avec certaines autres librairies. C'est pour ça qu'il y a une autre version qui s'appelle Servo Timer 2, qui utilise le timer 2 et qui, elle, est incompatible avec d'autres librairies, mais qui est compatible avec d'autres. Donc si vous avez des problèmes avec une certaine librairie, regardez la deuxième version de la librairie, qui n'est pas, par contre, elle inclue dans le de base, et vous jongler entre les deux, voir laquelle vous va bien pour votre application. Par contre, les deux ont exactement les mêmes fonctions. Alors, ces fonctions, elles sont vraiment pas compliquées. Donc tout d'abord, il y a attache. Attache permet d'attacher tout simplement, virtuellement de brancher un servomoteur sur une patte de l'Arduino, sur une broche digitale. Donc par exemple, avec mon exemple, je vais attacher mon servomoteur sur la broche 9. Pour ce faire, je vais faire mon objet cerveau.attache broche 9. Si par malheur ça fonctionne pas, ça arrive avec certains servomoteurs, il y a une deuxième syntaxe, toujours la broche pareil, mais min et max. Donc min correspond au temps en microsecondes de l'impulsion qui correspond à 0 degré, c'est-à-dire c'est l'impulsion qui va faire que le servomoteur va être à 0 degré. Et max, ça va être la même chose, sauf que ça va être l'impulsion, le temps, la durée de l'impulsion qui va correspondre à 180 degrés. Alors, de base, normalement, le attache tout court fonctionne sans avoir rien d'autre à faire. Si votre servomoteur marche pas avec si c'est un servomoteur analogique et qui marche pas avec le attache normal, ou alors qui prend des positions totalement bizarres, eh bien il va falloir régler le min et le max, et pour ça il va falloir aller voir la documentation constructeur de votre servomoteur. Ensuite, autre fonction très utile, la fonction write, qui permet d'écrire entre guillemets un angle au servomoteur, c'est-à-dire que l'angle qu'on va envoyer avec write va être renvoyé sur le servomoteur et ça va correspondre à l'angle du pignon du servomoteur. Donc cet angle il va entre 0 et 180 degrés et on peut le changer autant qu'on veut, avec une petite limite par contre, c'est que le servomoteur va mettre à peu près 20 millisecondes, enfin entre 15 et 20 millisecondes pour arriver à destination. C'est-à-dire que si vous faites des write d'affilée très rapidement, votre servomoteur il va décrocher complètement, il va faire le premier write et il va faire le deuxième, enfin il va faire le premier, il va faire le dernier, il va faire peut-être un ou deux au milieu, mais il va complètement décrocher les autres et puis vous n'auriez pas quelque chose de continu. Ensuite, il y a une autre fonction justement, write microsecondes, qui permet d'écrire non plus un angle, mais une durée d'impulsion. Par exemple, c'est avec certains servomoteurs très précis, tellement précis que si on envoyait un angle, on perdra en précision. Et bien il y a la fonction write microsecondes qui permet d'envoyer très précisément une impulsion pour placer très précisément le curseur, le pignon de votre servomoteur à une position bien précise. Ensuite, il y a une autre fonction, alors là par contre il faut faire très attention, c'est la fonction read. Cette fonction read, on pense souvent par erreur qu'elle va retourner la position du servomoteur, sauf que le servomoteur, lui, il a bien un asservissement pour rester à la même position, mais il est incapable de renvoyer la position sur laquelle il est. C'est-à-dire qu'avec read, souvent on pense qu'on va récupérer la position du servomoteur réel. Le problème, c'est que si par exemple on a fait un write d'un angle de, je sais pas, 60 degrés, mais que il y a quelque chose de très lourd sur le servomoteur qui le bloque à, je sais pas, 40 degrés, et bien la fonction read, elle va pas renvoyer 40, elle va renvoyer 60, parce qu'en fait elle va renvoyer la dernière valeur qui a été passée à la fonction write. Donc, faire bien la distinction, read va juste renvoyer la dernière valeur envoyée à write, mais pas du tout la valeur réelle de l'angle du servomoteur. Ça, c'est pas possible en l'état. Pour vous faire une petite démonstration, donc j'ai fait un sketch d'exemple tout bête. D'abord, comme toujours, un include de la librairie cerveau. Ensuite, on crée un objet cerveau. Donc, vous voyez le type cerveau qui est en orange. Et le nom de mon objet que j'ai appelé myCerveau. Comme je vous le disais, 12 maximum sur une Uno et 48 sur une méga. Ensuite, j'ai une valeur, un entier que j'ai appelé pos, enfin pose, qui est égal par défaut à 0, qui va être l'angle que je vais envoyer dans mon servomoteur. Dans la fonction setup, je fais un attache sur la patte 9. Et dans la fonction loop, ensuite, je vais faire deux séries de for. Un premier for qui va placer mon servomoteur toutes les 15 millisecondes de 0 jusqu'à 180 degrés, c'est-à-dire que en fait il va
il va petit à petit passer degré par degré jusqu'à 180, puis une fois arrivé à 180, ben, il va revenir dans l'autre sens, il va aller jusqu'à 0. En fait, c'est très simple, c'est l'exemple sweep que vous pouvez trouver sur la liste des tutoriels arduino.cc, que j'ai juste remis, on va dire, en plus clair avec des commentaires en français. Sinon, c'est exactement l'exemple sweep. Donc pour vous montrer ce que ça donne vraiment au niveau du code, je vais passer sur la caméra et puis je vais vous montrer le câblage rapide du servomoteur, hein, et c'est pas compliqué, il y a que 3 fils, et bien ce que ça donne. Voilà. Donc on se retrouve côté caméra. Donc voilà à quoi ressemble le câblage. Donc ici, comme je vous le disais, il y a le servomoteur, c'est un petit Futuba S3003. Comme tous les servomoteurs, il a un câblage à 3 fils, donc un fil de masse, un fil d'alimentation et un fil de signal. Donc pour l'alimentation, entre 4,5 V et 6 volts. C'est recommandé de l'alimenter en 5 volts. Si vous l'alimentez en 6 volts, il va avoir plus de puissance, mais il va durer moins longtemps en durée de vie. Au niveau du câblage, donc là, le fil marron c'est la masse, il va au GND. Le fil orange c'est le plus 5 volts, il va au 5 volts. Et le fil bleu c'est le signal, il va sur la broche 9. J'ai envoyé le code que je vous ai montré tout à l'heure dans l'Arduino. Alors, comme il y a un seul servomoteur, je peux me permettre de l'alimenter avec l'USB. Par contre, il va faire bugger l'USB. C'est-à-dire que quand je vais le brancher, ça va planter un petit moment. Voilà, donc là il a démarré. Donc vous voyez, d'abord il va de 0 à 180, puis de 180 à 0, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment un exemple tout bête, hein, avec 2 boucles. Mais j'aurais pu faire quelque chose de plus complexe avec là, par exemple une manette de Wii, enfin une nunchuk de Wii pour contrôler le servomoteur. Là j'ai fait quelque chose de très simple, il y a juste l'exemple sweep. Donc voilà, c'était une petite démonstration des servomoteurs. J'ai fait aussi donc la partie sur l'IPRON plus in. J'ai le random aussi. J'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et ben, je vous dis à plus.